Je m'appelle Owen, j'ai 34 ans, et jusqu'au mois dernier, j'aurais fait n'importe quoi pour ma sœur Nathalie. Nous avons perdu nos parents jeunes, et j'ai passé ma vie à m'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Alors, quand j'ai reçu cette notification, 28 000 $ débités sur ma carte de crédit pour la réception de son mariage, je n'en revenais pas. La trahison m'a fait plus mal que l'argent. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre relation pour toujours, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment j'ai géré la plus grande trahison familiale de ma vie. En grandissant, Nathalie et moi n'avions que l'un l'autre. J'avais 12 ans et elle en avait 8 quand la voiture de nos parents a dérapé sur une route verglacée une nuit de février dans le Massachusetts. Le policier qui est venu à notre porte avait l'air si mal à l'aise en nous annonçant la nouvelle qui allait briser notre enfance. Notre grand-mère Margaret nous a recueillis, une femme dure mais aimante qui vivait dans une modeste maison de 2 chambres à la périphérie de Boston. L'espace était restreint, mais son cœur était assez grand pour contenir notre chagrin. Dès le début, Nathalie et moi étions différents. J'étais le studieux, le responsable, celui qui a compris très tôt que la vie n'allait rien nous donner sur un plateau. Nathalie était sociable et charmante, du genre à pouvoir entrer dans une pièce et se faire des amis instantanément. Grand-mère Margaret travaillait comme gérante de cafétéria scolaire, ce qui nous assurait de quoi manger, mais ne laissait pas grand-chose pour les extras. J'ai commencé à tondre des pelouses à 13 ans et à remplir les rayons d'épicerie à 16 ans, déterminé à ce que nos circonstances ne définissent pas notre avenir. Les matins d'hiver étaient particulièrement difficiles. Je me souviens de me réveiller avant l'aube pour déneiger les allées de nos voisins âgés pour un peu d'argent supplémentaire. Mes doigts étaient engourdis malgré 2 paires de gants. Nathalie dormait encore quand je partais, mais je m'assurais que son déjeuner était préparé et que son pull préféré était sorti avant de me rendre à l'école. Grand-mère Margaret a remarqué ces petits gestes et m'a dit un jour, « Tu as une vieille âme, Owen. N'oublie juste pas que tu es encore en pleine croissance, toi aussi. » Quand Nathalie est arrivée au lycée, je suivais déjà des cours au Community College, prenant des cours du soir tout en travaillant de jour dans une entreprise de technologie locale. J'avais toujours eu un don pour l'informatique, et le codage est devenu mon refuge. Les schémas logiques de la programmation avaient un sens quand peu d'autres choses en avaient. Pendant que d'autres gars de mon âge faisaient la fête ou jouaient aux jeux vidéo, je déboguais du code et apprenais de nouveaux langages, poussé par une vision de sécurité financière qui semblait perpétuellement hors de portée. Au moment où Nathalie envisageait les universités, j'avais été transféré dans une université de 4 ans et j'étirais chaque dollar pour couvrir mes études. Puis Nathalie a été acceptée à l'université de Briarcliff avec une bourse partielle, une école privée prestigieuse avec des relations qui pourraient lui ouvrir des portes. Je me souviens encore d'elle sautant de joie dans notre petit salon, grand-mère Margaret essuyant des larmes de fierté. « Tu l'as fait, ma chérie », n'arrêtait-elle pas de dire pendant que je calculais les frais de scolarité dans ma tête. 3 mois après le début de son premier semestre, sa bourse a été annulée en raison de coupes budgétaires. Elle m'a appelé en pleurant, terrifiée à l'idée de devoir partir. La peur dans sa voix m'a ramené à la nuit de la mort de nos parents. Ce même sentiment d'impuissance, ce même ton suppliant. Sans hésiter, j'ai pris plus d'heures, contracté un prêt supplémentaire et lui ai envoyé ce dont elle avait besoin. Cela signifiait mettre en pause mon propre master et vivre dans un appartement exigu avec 3 colocataires. Mais la voir s'épanouir en valait la peine, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Mes colocataires ne comprenaient pas pourquoi je travaillais autant. « Mec, tu rates les meilleures années de ta vie », disait Marcus, en essayant de m'entraîner aux fêtes du campus. Il ne connaissait pas les nuits où je restais debout à calculer comment répartir mon salaire entre les manuels de Nathalie et mon propre loyer. Ce n'est que bien plus tard que Marcus a admis qu'il avait admiré ma détermination, même en s'inquiétant de mon épuisement. Au fur et à mesure que Nathalie progressait à l'université, j'ai remarqué des changements subtils. Ses appels sont devenus moins fréquents, et lorsque nous parlions, elle parlait de nouveaux amis avec des maisons d'été et des vacances en Europe. Sa voix a pris une cadence différente, un ton légèrement affecté que je ne reconnaissais pas. Elle a cessé de ramener des colocataires à la maison pendant les vacances, prétextant des groupes d'études ou des opportunités de stage. Quand grand-mère Margaret demandait pourquoi Nathalie ne venait presque plus, je trouvais des excuses pour elle, ne voulant pas que notre grand-mère ressente la piqûre du rejet que je commençais à reconnaître. Le Noël avant le décès de grand-mère Margaret a été particulièrement révélateur. Nathalie est arrivée avec 3 heures de retard pour notre dîner de famille traditionnel, a passé la majeure partie de la soirée à envoyer des SMS,
et est partie tôt pour la fête d'un ami dans un quartier plus aisé. J'ai regardé les épaules de notre grand-mère s'affaisser légèrement lorsque la porte s'est fermée, bien qu'elle ait rapidement masqué sa peine par un sourire. Elle cherche son chemin, a dit grand-mère en me serrant la main. Certaines personnes ont besoin d'errer avant de se souvenir où est leur maison. Pendant ce temps, je construisais ma carrière dans le développement de logiciels. À 30 ans, j'avais obtenu un poste chez Horizon Technologies, l'une des startups à la croissance la plus rapide de Boston. Ma situation financière s'est améliorée, mais ma vie personnelle en a souffert. Ma petite amie Jessica a mis fin à notre relation de 2 ans, frustrée par ma disponibilité constante pour les urgences de Nathalie, tandis que nos propres projets passaient au second plan. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui a honte de la personne qui le sauve, a-t-elle dit lors de notre dernière dispute. La vérité faisait mal, mais je n'étais pas prêt à l'entendre. Jessica n'avait pas tort. J'avais annulé 2 fois des week-ends avec elle pour aider Nathalie à déménager. Une fois, j'ai quitté le dîner d'anniversaire de Jessica lorsque Nathalie a appelé pour une urgence financière qui s'est avérée être des billets de concert qu'elle voulait acheter pour elle-même et quelques amis. Jessica a vu le schéma bien avant moi et ses derniers mots me sont restés en tête. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te fera passer en premier, comme tu fais passer tout le monde en premier. Mon cercle d'amis s'était réduit à quelques personnes loyales qui comprenaient mon histoire. Marcus, mon colocataire d'université qui enseignait maintenant les sciences au lycée, Diane, une avocate que j'ai rencontrée au travail, et Trevor, qui gérait des restaurants et des bars à travers la ville. Ils voyaient le déséquilibre dans ma relation avec Nathalie, mais respectaient mes choix même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord. Diane était la plus franche, utilisant sa précision juridique pour souligner les schémas problématiques. Si c'était n'importe quelle autre relation, tu appellerais ça de l'exploitation, a-t-elle souligné un soir autour d'un verre. J'ai rejeté ces préoccupations, bien qu'elles aient résonné dans mon esprit pendant des nuits blanches. Quand Nathalie a obtenu son diplôme, j'étais là dans le public, plus fier que quiconque. Elle avait un diplôme en marketing et a rapidement trouvé un emploi dans une prestigieuse entreprise de Boston. Je l'ai aidée avec la caution de son premier appartement, m'attendant à ce que notre relation s'équilibre maintenant qu'elle était établie. Au lieu de cela, la distance s'est creusée. Elle a déménagé dans un quartier branché et m'invitait rarement à ses réunions. Quand j'y assistais, je me sentais comme un étranger mal à l'aise parmi ses amis distingués. Un incident particulièrement douloureux s'est produit lors d'une pendaison de crémaillère qu'elle a organisée. Je suis arrivé avec une plante d'intérieur soigneusement choisie et du pain fait maison, la recette de grand-mère Margaret. Nathalie m'a accueilli avec une rapide accolade avant de disparaître dans la foule. Plus tard, je l'ai entendu expliquer ma présence à un ami. C'est juste mon frère. C'est un peu un geek de la technologie, pas vraiment dans la scène sociale. Le mépris m'a blessé, mais j'ai ravalé ma peine et suis resté 1 heure de plus avant de partir discrètement. La plante que j'avais apportée reposait intacte près de la porte, encore dans son emballage. Puis est venue ma promotion au poste de développeur principal chez Horizon. Enfin, à 33 ans, j'avais la stabilité financière pour laquelle j'avais si durement travaillé. J'ai versé un acompte sur un modeste condo et j'ai commencé à penser à mon avenir. Peut-être que Jessica avait eu raison. Peut-être qu'il était temps de donner la priorité à ma propre vie. C'est alors que Nathalie a rencontré Bradley Winchester. Bradley Winchester venait du genre de famille de la Nouvelle-Angleterre qui avait des bâtiments portant leur nom dans des universités prestigieuses. Grand, confiant, avec le charme facile de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de l'argent. Il travaillait dans la finance et avait une maison d'été dans les Hamptons. Nathalie l'a rencontré lors d'un gala de charité auquel elle a assisté pour le travail, et leur relation a évolué rapidement. 6 mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'ils étaient fiancés, sa voix haletante d'excitation. « Owen, tu dois rencontrer sa famille », s'est-elle exclamée. « Ils sont incroyables. Son père joue au golf avec le gouverneur. » Pendant les premières semaines de ses fiançailles, Nathalie m'a appelé plus fréquemment qu'elle ne l'avait fait depuis des années, bien que nos conversations tournaient exclusivement autour de Bradley, des relations de sa famille et des préparatifs du mariage qui prenaient rapidement forme. Elle m'a envoyé des photos de bagues de fiançailles qui coûtaient plus que mon salaire annuel, du domaine familial de Bradley, du country club où il jouait au tennis le week-end. Chaque image semblait conçue pour souligner le fossé entre sa nouvelle vie et notre passé commun. Le dîner de présentation a eu lieu au manoir Winchester, le domaine colonial de la famille dans le Connecticut. J'ai pris un jour de congé et j'ai passé 1 heure à choisir la bonne tenue. Rien de trop décontracté, mais rien qui ne donne l'impression que j'essayais trop.
J'ai conduit ma Toyota Camry à travers des portes en fer forgé et je me suis garé entre une Jaguar et une Mercedes, me sentant déjà déplacé. Bradley m'a accueilli assez chaleureusement, mais ses parents, Eleanor et Richard Winchester, m'ont évalué avec un examen subtil que les gens de leur classe ont perfectionné. Alors, vous êtes dans l'informatique, a demandé Richard pendant les apéritifs, donnant l'impression que c'était une occupation légèrement suspecte. Développement de logiciels, ai-je corrigé. Je dirige une équipe chez Horizon Technologies. Une start-up, a-t-il répondu, échangeant des regards avec Eleanor. Une affaire risquée. La salle à manger présentait des peintures à l'huile originale et de l'argenterie qui ressemblaient à des pièces de musée. Un personnel en uniforme servait chaque plat avec une précision chorégraphiée, tandis que je luttais pour me souvenir de quelle fourchette utiliser. La sœur cadette de Bradley, Rachel, a semblé remarquer mon malaise et m'a discrètement indiqué le bon ustensile lorsque la salade est arrivée. Sa petite gentillesse se détachait au milieu de la tension sous-jacente de la soirée. Tout au long du dîner, la conversation est revenue à plusieurs reprises sur l'histoire familiale, les écoles préparatoires et les maisons de vacances, chose que Nathalie et moi n'avions pas. Nathalie parlait vaguement de nos défunts parents, mentionnant les intérêts commerciaux de notre père plutôt que son véritable travail de professeur de mathématiques au lycée. Elle n'a jamais mentionné grand-mère Margaret ou notre éducation modeste. Quand Eleanor a posé des questions sur notre maison d'enfance, Nathalie a décrit un quartier que nous n'avions fait que traverser en voiture. « Et avez-vous fréquenté un internat aussi, Owen ?» a demandé Eleanor en sirotant son vin. Avant que je puisse répondre honnêtement, Nathalie est intervenue. Owen était plus concentré sur les études que sur toute l'expérience de l'internat, a-t-elle dit doucement. Il a toujours été le sérieux. J'ai croisé le regard de Rachel de l'autre côté de la table, et quelque chose dans son expression m'a dit qu'elle voyait clair dans ses fabrications. Plus tard, alors que je me préparais à partir, elle m'a approché dans le couloir. « Les familles peuvent être épuisantes, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit avec un sourire ironique. Même celles dans lesquelles on est né. La planification du mariage a commencé presque immédiatement, les Winchester prenant les choses en main. Le lieu était Hawthorne Hall, l'une des destinations de mariage les plus exclusives de la Nouvelle-Angleterre, un manoir restauré du 19e siècle avec des jardins à la française et une salle de bal pouvant accueillir 300 invités. Nathalie m'a envoyé des SMS sur des fleuristes venant de Hollande et un créateur de robes de Paris. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café quelques semaines plus tard, elle semblait distante, vérifiant constamment son téléphone. Le traiteur à lui seul va coûter 40 000 $, a-t-elle mentionné nonchalamment. Les parents de Bradley couvrent la majeure partie, mais nous devons aussi contribuer. À combien penses-tu, ai-je demandé. Eh bien, j'espérais que tu pourrais aider avec une petite partie, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Peut-être 5 000 $. C'était une somme importante, mais j'avais économisé et c'était le mariage de ma seule sœur. Je peux faire ça comme cadeau pour vous deux, ai-je accepté. Son expression s'est éclaircie momentanément. Tu es le meilleur, Owen. Cela signifie tellement pour moi. Il fut un temps où sa gratitude aurait suffi. Maintenant, je ressentais un doute tenace, me demandant si j'étais apprécié ou simplement utilisé. Je ne savais pas que cette petite partie allait grandir. Une semaine plus tard, elle a appelé au sujet du groupe qu'elle devait absolument avoir. Pourrais-je ajouter 3 000 $ de plus? Puis ce fut l'éclairage spécialisé, les invitations personnalisées, les paniers de bienvenue pour les invités venant de l'extérieur. Chaque demande était accompagnée de l'assurance que ce serait la dernière. J'ai commencé à me sentir comme un distributeur automatique plutôt qu'un frère. Un mardi soir, j'ai rencontré Nathalie et Bradley à Hawthorne Hall pour une visite du lieu. Le domaine était indéniablement magnifique avec des pelouses manucurées s'étendant vers des bois lointains et des espaces intérieurs qui respiraient le luxe d'antan. Alors que nous visitions la zone de réception, j'ai suggéré une disposition des tables qui pourrait créer un meilleur flux pour les invités. L'organisatrice de mariage, Véronica, une femme élégante avec une expression permanente de légère désapprobation, a immédiatement rejeté mon idée. Nous constatons généralement que les frères ne sont pas particulièrement intéressés par ces détails, a-t-elle dit avec un mince sourire lorsque j'ai posé des questions sur le plan de table. Bradley a hoché la tête en signe d'accord. Mieux vaut laisser ça aux professionnels, mec. J'ai remarqué que Nathalie ne m'a pas défendu ni n'a accusé réception de ma suggestion. Au lieu de cela, elle a changé de sujet pour parler de la sélection de champagne, s'en remettant complètement à l'expertise de Véronica. Au fur et à mesure que la visite se poursuivait, je me sentais de plus en plus invisible.
Mon rôle était apparemment réduit à un chéquier et un accessoire occasionnel. J'étais progressivement exclu des décisions. Nathalie m'avait initialement demandé de porter un toast à la réception, mais m'a ensuite informé que le meilleur ami de Bradley s'occuperait de tous les discours. Mon rôle dans la cérémonie a été réduit à celui de simple garçon d'honneur plutôt que de la conduire à l'hôtel comme nous en avions discuté après le décès de notre grand-mère 2 ans auparavant. C'est juste plus logique de cette façon, a-t-elle expliqué lorsque j'ai remis en question le changement. L'oncle de Bradley est un juge à la retraite et ça rendra mieux sur les photos s'il me conduit à l'hôtel. Rendre mieux. Ces mots ont révélé des priorités que je n'avais pas pleinement saisies jusqu'alors. Ce mariage ne consistait pas à célébrer une union ou à honorer des relations. Il s'agissait de créer une impression, de maintenir une illusion de vieille fortune et de relations établies que Nathalie convoitait et que je menaçais apparemment. Nos dîners de planification frères-sœurs prévus ont été annulés à plusieurs reprises. Désolé, les parents de Bradley veulent discuter des plans de la lune de miel, où l'organisatrice de mariage avait besoin d'une réunion d'urgence. Chaque fois, j'ai ravalé ma déception et je me suis dit que c'était son grand jour, pas le mien. À l'approche de la date du mariage, la transformation de Nathalie semblait complète. Son accent de Boston avait disparu, remplacé par les tons neutres de la vieille fortune. Elle utilisait des phrases que je ne l'avais jamais entendues prononcer auparavant. Summer, comme un verbe, frightfully, comme un intensificateur. Elle faisait référence à des leçons de voile d'enfance que nous n'avions jamais eues et à des voyages de ski que nous n'avions jamais faits. Je reconnaissais à peine la sœur que j'avais aidé à élever. Puis est venu l'incident du dîner de répétition. Je n'étais initialement pas inclus sur la liste des invités, un oubli qui n'a été corrigé qu'après que je l'ai mentionné à Nathalie. Quand je suis arrivé au restaurant UP de Boston, je me suis retrouvé assis à la table du fond avec les cousins éloignés de Bradley tandis que Nathalie était assise avec sa famille immédiate et ses amis les plus proches. Le plan de table semblait délibéré, une manifestation physique de ma relégation à la périphérie de sa vie. Tout au long du dîner, j'ai eu une conversation polie avec des étrangers qui se demandaient clairement qui j'étais et pourquoi j'étais là. Une vieille tante a demandé si j'étais du côté de la mariée, comme si c'était un mariage ordinaire plutôt que celui de ma sœur. Au milieu de la soirée, je suis allé au bar pour prendre un verre et j'ai entendu la voix de Nathalie depuis la salle à manger privée adjacente où elle parlait avec la mère de Bradley. Non, je comprends tout à fait les préoccupations concernant le plan de table, disait Nathalie. Honnêtement, je ne considère plus vraiment Owen comme de la famille. Nous nous sommes tellement éloignés. Il est coincé dans le passé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis retourné tranquillement à ma table, j'ai eu une conversation polie avec des étrangers pendant une autre heure, et je suis parti tôt, prétextant une urgence de travail. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en me demandant si la sœur pour laquelle j'avais tant sacrifié avait complètement disparu. En rentrant chez moi, les souvenirs affluaient, Nathalie a 10 ans, pleurant sur un problème de maths jusqu'à ce que je reste avec elle après minuit pour l'aider à comprendre, à 16 ans, m'appelant d'une fête où des jeunes buvaient, me demandant de venir la chercher, sans poser de questions, à 20 ans, paniquant à cause d'un examen de mi-session raté et ayant besoin d'un tutorat d'urgence. Chaque crise à laquelle j'avais répondu, chaque besoin que j'avais comblé semblait maintenant être des tremplins qui menaient à ma propre insignifiance une fois qu'elle avait trouvé une connexion plus avantageuse. Le matin après le dîner de répétition, j'ai reçu un SMS de Rachel Winchester. Tu méritais mieux hier soir. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas comme eux. Le soutien inattendu d'une quasi-inconnue a rendu le rejet de ma propre sœur d'autant plus brutal. 3 jours avant le mariage, je travaillais tard au bureau pour finaliser un projet afin de pouvoir prendre congé pour la cérémonie. Mon téléphone a vibré avec une notification que j'ai d'abord ignorée, supposant que c'était un autre SMS du groupe de discussion des garçons d'honneur sur les essayages de smoking. Quand j'ai finalement vérifié pendant une pause café, mon estomac s'est noué. C'était une alerte de ma compagnie de carte de crédit. Votre carte se terminant par 4832 a été débitée de $28 000 par Winchester Wedding LLC. J'ai fixé l'écran, certain que c'était une erreur. Le montant représentait presque toutes mes économies, de l'argent que j'avais mis de côté pendant des années, en faisant des heures supplémentaires, en acceptant des projets en freelance, en sautant des vacances. Ma main tremblait légèrement alors que j'appelais la compagnie de carte de crédit, m'isolant dans une salle de conférence vide pour plus d'intimité. J'ai immédiatement appelé ma banque, certain qu'il y avait eu une erreur. Le représentant du service client a confirmé que le débit était légitime. Les informations de la carte avaient été saisies manuellement avec mon adresse de facturation et mon code de sécurité.
Souhaitez-vous le signaler comme frauduleux, a-t-elle demandé. J'ai hésité, un nœud se formant dans ma gorge. Laissez-moi d'abord passer un appel. Mes mains tremblaient alors que je calculais l'impact. 28 000 $ viderait complètement les économies que j'avais mises de côté pour la compte de mon condo, de l'argent que j'avais mis des années à accumuler. J'ai appelé Nathalie à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. Finalement, j'ai envoyé un SMS, j'ai besoin de te parler de toute urgence d'un débit important sur ma carte. S'il te plaît, appelle-moi. 20 minutes plus tard, elle a répondu, je suis au dîner d'enterrement de vie de jeune fille. Je ne peux pas parler maintenant. Je ne pouvais pas attendre. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'au restaurant où je savais qu'elle célébrait, un lieu exclusif sur le toit avec une vue spectaculaire sur l'horizon de Boston. Le maître d'hôtel a d'abord essayé de me bloquer l'accès, mais m'a finalement indiqué à contre-cœur une salle privée lorsque j'ai expliqué que c'était une urgence familiale. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Nathalie entourée d'amis, le champagne coulant à flots, tout le monde riant et prenant des selfies. Ses yeux se sont écarquillés d'agacement quand elle m'a vu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle sifflé en m'entraînant dans le couloir. Sa robe de créateur coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, et le bracelet en diamant à son poignet captait la lumière alors qu'elle gesticulait de frustration. « As-tu débité 28 000 $ sur ma carte de crédit ?» ai-je demandé, espérant toujours une explication raisonnable. Une erreur, un malentendu, n'importe quoi d'autre qu'une trahison délibérée. Son expression est passée de la surprise à quelque chose de plus dur. Le lieu de réception avait besoin du paiement final aujourd'hui. Les parents de Bradley ont déjà couvert la majeure partie. Et tu as utilisé ma carte sans demander ? Nathalie, c'est littéralement toutes mes économies. J'allais acheter un condo le mois prochain. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. Tu peux reporter l'achat de ton petit condo. C'est mon mariage. Sais-tu à quel point il serait embarrassant de dire à la famille de Bradley que je ne pouvais pas couvrir le lieu de réception ? Je l'ai fixé, luttant pour reconnaître ma sœur dans le visage de cette étrangère. La fille qui pleurait autrefois quand elle avait accidentellement cassé mon projet de science. Qui fabriquait des cartes d'anniversaire maison parce que nous ne pouvions pas nous permettre celles du magasin. Où était-elle passée ? Tu dois annuler le débit maintenant. Ma voix était calme mais ferme. C'est alors que son expression a changé pour quelque chose que je n'oublierai jamais. Un ricanement de suffisance et de mépris qui m'a glacé le sang. Ses yeux se sont légèrement plissés. Et en eux, j'ai vu non seulement de l'indifférence à ma situation, mais un mépris réel. Espèce de perdant qui n'a même pas de famille, c'est la moindre des choses que tu puisses faire, a-t-elle dit, la voix dégoulinant de mépris. Je veux dire, pourquoi d'autres économises-tu ? Tu n'as pas de femme, pas d'enfant, même pas de petite amie. Tout ce que tu as, c'est le travail et cet appartement pathétique. Pendant ce temps, je construis une vraie vie avec une vraie famille. Chaque mot m'a frappé comme un coup physique. La sœur que j'avais protégée, soutenue et aimée venait de me renvoyer mes plus profondes insécurités comme des armes. Mon manque de relations proches, en partie dû au fait d'avoir priorisé ses besoins pendant tant d'années, était maintenant utilisé pour justifier un vol. Avant que je puisse répondre, Bradley est apparu, passant son bras autour de la taille de Nathalie. Son smoking était parfaitement taillé, sa montre chère, sa présence dégageant la confiance de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier de joindre les deux bouts. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, me regardant avec une contrariété à peine voilée. Nathalie s'est appuyée contre lui. Owen fait juste des difficultés pour aider avec les frais du mariage. Tu sais comment il est. L'expression de Bradley s'est durcie. Écoute, mec. On s'est plié en quatre pour t'inclure dans ce mariage malgré ta situation. La moindre des choses que tu puisses faire est d'aider ta sœur à avoir le jour qu'elle mérite sans faire de scène. Ils ont échangé un regard, puis un regard partagé de mépris qui m'a fait réaliser que ce n'était pas seulement Nathalie. Ils avaient discuté de moi, m'avaient étiqueté, m'avaient rejeté ensemble. À ce moment-là, plus de 20 ans d'amour et de sacrifice semblaient s'évaporer. J'ai senti un calme étrange m'envahir. La douleur était là, massive et brute. Mais en dessous, il y avait quelque chose d'inattendu, un soulagement, comme si un brouillard s'était levé, me montrant clairement ce que j'avais refusé de voir pendant des années. Le poids de la responsabilité que j'avais portée depuis la mort de nos parents. Le besoin constant de protéger Nathalie à mes propres dépens. Il était peut-être temps de le déposer. Alors tu vas adorer la suite, ai-je dit doucement.
Le ricanement de Nathalie a vacillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vois enfin les choses clairement, ai-je répondu en me tournant pour partir. Owen, a-t-elle appelé après moi. N'ose pas gâcher ça pour moi. Je suis sorti sans regarder en arrière, leur voix confuse s'estompant derrière moi. Dans ma voiture, je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, les mains serrant le volant. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Le premier était à ma compagnie de carte de crédit, pour demander une enquête sur une utilisation non autorisée. Le second était à Marcus. J'ai besoin d'aide, ai-je simplement dit. Et sans poser de questions, il a répondu, je serai chez toi dans 30 minutes. En traversant les rues nocturnes de Boston, un étrange sentiment de libération a commencé à se mêler à la douleur. Pour la première fois depuis des décennies, je me choisissais. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes termes, non dictés par la culpabilité ou l'obligation. La prise de conscience était à la fois terrifiante et exaltante. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, la conversation se rejouant dans mon esprit. L'appartement que j'avais autrefois considéré comme temporaire me semblait soudain un sanctuaire. J'ai fait du thé, le remède de grand-mère Margaret pour les problèmes de la vie, et j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes pensées. Dehors, la silhouette de Boston scintillait de mille feux, chacun représentant des vies et des histoires dont je ne savais rien. Combien d'autres personnes étaient assises seules ce soir, digérant la trahison de ceux qu'elles aimaient le plus? La pensée était étrangement réconfortante. Cette douleur ne m'était pas unique, ce qui signifiait que d'autres y avaient survécu. Dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert le classeur où je gardais les documents importants. À l'intérieur se trouvait un dossier intitulé « Nathalie ». J'ai étalé son contenu sur mon bureau, des copies de paiement de frais de scolarité, de caution d'appartement, de documents de prêt avec ma signature, de chèques d'anniversaire, de transferts de fonds d'urgence. Sur un bloc-notes jaune, j'ai commencé à calculer, année par année, ce que j'avais contribué à la vie de ma sœur. Le total m'a même surpris. Un peu plus de 53 000 $ en 12 ans, sans compter d'innombrables petites dépenses et cadeaux. Il y avait d'autres documents aussi. Des emails où Nathalie avait promis de rembourser des prêts d'urgence, des SMS exprimant une gratitude qui semblait maintenant creuse, des cartes d'anniversaire avec des messages sincères qui contredisaient sa cruauté récente. Je ne créais pas seulement un dossier financier, mais aussi un dossier émotionnel, documentant la lente transformation de notre relation. À côté des documents financiers se trouvaient des photographies. Nathalie et moi construisant un bonhomme de neige après les funérailles de nos parents. Sa remise de diplôme du lycée, son bras autour de mon cou. Nous deux avec grand-mère Margaret pour son 80e anniversaire. Les images sont devenues floues alors que mes yeux se remplissaient de larmes. Qu'était-il arrivé à cette fille? Quand était-elle devenue quelqu'un qui pouvait me regarder avec un tel mépris? La sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Marcus. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a pris dans ses bras sans un mot. Nous avions traversé beaucoup de choses ensemble, son divorce, la mort de ma grand-mère, et les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Quand il m'a relâché, il a simplement demandé « De quoi as-tu besoin ?» Vers minuit, j'ai envoyé un SMS à mes 3 amis les plus proches, réunion d'urgence, chez moi. Demain, 7 heures. Apporter du café. Puis j'ai pris un somnifère et je suis tombé dans un sommeil sans rêve. Ils sont arrivés ponctuellement, l'inquiétude se lisant sur leur visage. Marcus a apporté des bagels. Diane portait un plateau en carton de café, et Trevor est arrivé avec une expression inquiète et une bouteille de whisky pour plus tard. J'ai expliqué la situation, leur montrant la notification de la carte de crédit et leur racontant les paroles de Nathalie. Elle t'a traité de perdant sans famille, a répété Marcus, incrédule. Après tout ce que tu as fait. Diane arpentait la pièce, son esprit juridique déjà au travail. C'est un cas d'école d'utilisation non autorisée d'une carte de paiement, a-t-elle dit. L'intention de frauder est claire d'après le contexte. Tu pourrais porter plainte si tu le voulais. Je ne veux pas voir ma sœur arrêtée, ai-je répondu. Je veux juste. Je ne suis même pas sûr de ce que je veux. La justice, a suggéré Trevor. La responsabilité, la reconnaissance de ce que tu as fait pour elle. Ce n'est pas seulement cruel, a dit Diane, son esprit d'avocate déjà en action. C'est potentiellement illégal. Utiliser ta carte de crédit sans permission est une fraude. Indépendamment de votre relation. Trevor arpentait mon salon. Je connais le directeur de Hawthorne Hall.
Tu veux que je l'appelle? Pas encore, ai-je dit. Je dois y réfléchir attentivement. Pendant l'heure suivante, nous avons disséqué la situation sous tous les angles. Marcus a plaidé pour une rupture complète. Elle est toxique, mec. Coupe les ponts. Diane l'a abordé sur le plan juridique. Documente tout. Protège-toi financièrement. Ensuite, décide de la relation. Trevor, toujours le médiateur, a cherché un terrain d'entente. Fais-lui faire face aux conséquences sans brûler les ponts définitivement. Au cours de l'heure suivante, un plan en 3 parties a émergé. D'abord, l'aspect financier. Diane m'a aidé à appeler la compagnie de cartes de crédit pour contester le débit comme non autorisé. Ils ont accepté d'enquêter, mais le processus prendrait plusieurs jours après la date du mariage. La clé est que tu ne mens pas et que tu n'exagères pas, a souligné Diane. Tu n'as pas autorisé ce débit, point final. C'est tout ce que la compagnie de cartes de crédit a besoin de savoir. Deuxièmement, l'angle logistique. Trevor a discrètement contacté son collègue à Hawthorne Hall, confirmant que le paiement final était bien dû et que le lieu exigeait un préavis de 48 heures pour tout changement de paiement. Il a également appris que sans confirmation de paiement, il ne procéderait pas à l'installation de l'événement. David Hawthorne est quelqu'un de droit, a expliqué Trevor. Si le paiement n'est pas validé, il ne fera pas d'exception, même pour les Winchester. Troisièmement, et le plus difficile, la décision émotionnelle, comment allais-je gérer ma relation avec Nathalie à l'avenir? Nous avons débattu de diverses approches, de la rupture complète à la réconciliation conditionnelle. Elle doit comprendre les conséquences, a dit Marcus. Tu as été son filet de sécurité si longtemps. Elle pense que c'est son droit. Mais elle reste ta sœur, a rétorqué Diane. La famille, c'est compliqué. Je leur ai montré le dossier des documents financiers et des photographies. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ai-je expliqué. C'est une question d'années de sacrifice de mes propres besoins pour finir par être traité comme si je ne valais rien une fois que je ne suis plus utile. Trevor a examiné l'une des photos, Nathalie et moi à un match des Red Sox des années auparavant, tous deux souriant largement. Tu dois décider à quoi tu veux que l'avenir ressemble, a-t-il dit. Pas seulement comment gérer la crise du mariage, mais quel genre de relation, s'il y en a une, tu veux à l'avenir. À midi, notre stratégie était établie. Je laisserai la procédure de rétrofacturation suivre son cours. Je ne contacterai ni Nathalie ni Bradley, mais je serai préparé à leur inévitable prise de contact lorsque le problème de paiement du lieu de réception surviendrait. Je fixerai des conditions claires pour toute aide financière que je pourrai fournir. Et surtout, j'exigerai une responsabilité, une reconnaissance sincère à la fois du débit non autorisé et des années de soutien que j'avais fournis. Mes amis sont partis, me faisant promettre de les appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Le reste de la journée, je me suis préparé mentalement. J'ai demandé un jour de congé personnel pour le vendredi, la veille du mariage. J'ai désactivé les notifications des réseaux sociaux et j'ai réglé mon téléphone pour n'accepter que les appels de ma liste de contacts approuvés. J'ai même écrit ce que je pourrais dire lorsqu'on me confronterait, sachant que dans les moments d'émotion, la clarté nous abandonne souvent. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul SMS à Nathalie. Nous devons discuter de ce qui s'est passé et trouver une solution. Je suis disponible quand tu seras prête à parler. Il est resté sans réponse. En me couchant ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de vengeance ni de colère, mais un étrange sentiment d'être à un seuil. Pour la première fois depuis des décennies, je me faisais passer en premier. Le fardeau que je ne savais même pas que je portais semblait déjà plus léger. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. J'avais rêvé de nos parents, non pas de leur mort, mais d'un pique-nique d'été quand nous étions enfants. Dans le rêve, mon père nous regardait jouer, Nathalie et moi. Et il s'est tourné vers ma mère et a dit, ils seront toujours l'un l'autre. Le souvenir, si c'en était un et non une simple création de mon subconscient, a ravivé la douleur. Avais-je failli aux attentes de mes parents, ou les avais-je trop bien remplies, à mon propre détriment? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la ville silencieuse. Quelque part là dehors, Nathalie dormait, peut-être inquiète pour son mariage, peut-être ne me consacrant pas une seconde pensée. La distance entre nous n'avait jamais semblé aussi grande, et pourtant je ressentais une étrange nouvelle clarté sur mon chemin à suivre. Le vendredi matin s'est levé clair et doux, un temps parfait pour un mariage. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et je me suis préparé à ce qui allait arriver.
Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 8h15 précise, lorsqu'il s'est allumé avec le nom de Nathalie. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message était sec. Rappelle-moi immédiatement. À 9h, mon téléphone vibrait constamment. Nathalie avait appelé 7 fois. Bradley 2 fois. Même Véronica, l'organisatrice de mariage, a essayé de me joindre. J'ai mis l'appareil en sourdine et je suis allé faire une longue course à travers le Boston Common, me concentrant sur ma respiration plutôt que sur la situation qui se déroulait de l'autre côté de la ville. L'air du matin était vif, portant les premières touches de l'automne. Les joggeurs hochaient la tête en passant. Les touristes consultaient des cartes. Les enfants poursuivaient des écureuils à travers les espaces ouverts. La vie normale continuait tout autour de moi pendant que mon monde personnel basculait sur son axe. Il y avait du réconfort dans cette banalité. Un rappel que quoi qu'il arrive avec Nathalie, le soleil se lèverait encore demain. Quand je suis rentré et que j'ai vérifié mes messages, le ton avait radicalement changé. Le premier message vocal de Nathalie était en colère. « Bon sang, qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Le lieu de réception dit que notre paiement n'est pas passé. » Le troisième était menaçant. « Si tu gâches mon mariage, je jure que je ne te parlerai plus jamais. » Au sixième, elle pleurait. « S'il te plaît, Owen, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. S'il te plaît, rappelle-moi. » Les messages de Bradley étaient prévisiblement différents. Une fureur froide dans le premier. « Tu as intérêt à régler ça immédiatement ou tu le regretteras. » Et des menaces à peine voilées dans le second. « Mon père a des relations. Tu ne peux pas imaginer. Ne nous teste pas, je me suis préparé le petit déjeuner, essayant de maintenir une routine normale tout en réfléchissant à mes réponses. Il ne s'agissait pas de punir Nathalie, me suis-je rappelé. Il s'agissait d'établir que les actions ont des conséquences, même entre frères et sœurs, surtout entre frères et sœurs. Des SMS affluaient de numéros que je ne reconnaissais pas, demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, même les parents de Bradley, tous tentant de me joindre au nom de Nathalie. Grâce aux mises à jour de Trevor de son contact au lieu de réception, j'ai appris que Osorno refusait de commencer l'installation sans confirmation de paiement. Les fleuristes attendaient avec des milliers de dollars d'arrangement. Les traiteurs avaient besoin d'instructions. David dit que c'est le chaos complet là-bas, a texté Trevor. Le père de Bradley menace de poursuivre le lieu pour rupture de contrat, mais David reste ferme, pas de paiement, pas de mariage. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour le personnel du lieu pris dans cette situation. Il n'était pas responsable des actions de Nathalie ou de ma réponse. J'ai pris une note mentale pour féliciter le professionnalisme de David quand tout cela serait terminé. Vers midi, mon interphone a sonné. 2 des demoiselles d'honneur de Nathalie étaient en bas et exigeaient de me parler. J'ai reconnu leur nom sur le programme du mariage. Madison et Amber, des amis d'université qui n'avaient jamais pris la peine de me connaître malgré des années d'opportunités. Owen, c'est enfantin, a crié l'une à travers l'interphone. Descends juste nous parler. J'ai refusé via l'interphone, suggérant qu'elle se concentre sur le soutien à la mariée plutôt que de me traquer. Dites à Nathalie que je la retrouverai à Osorno à 17h30, ai-je ajouté avant de déconnecter. J'ai passé l'après-midi à me préparer à la confrontation, répétant ce que je voulais dire et anticipant divers scénarios. Il ne s'agissait pas de gagner ou de punir, il s'agissait d'établir la vérité et des limites. Je me suis douché, rasé soigneusement, et j'ai choisi un costume qui transmettait le respect de l'occasion sans être la tenue de mariage formelle qui m'avait été assignée. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai reçu un SMS inattendu d'un numéro inconnu. C'est Rachel Winchester, la sœur de Bradley. Pouvons-nous parler ? Je ne suis pas là pour t'attaquer. Curieux, j'ai accepté un appel téléphonique. La voix de Rachel n'avait rien à voir avec celle de son frère, chaleureuse avec un humour subtil sous-jacent à ses mots. « Je veux que tu saches que je pense que tu as raison de tenir bon », a-t-elle dit sans préambule. « Ils ont été horribles avec toi. »« Tu prends mon parti contre ton frère ?» ai-je demandé, surpris. « J'aime mon frère, mais je ne l'aime pas toujours », a-t-elle répondu. « Et j'ai vu comment ils t'ont traité ces derniers mois. Ce n'est pas juste. » Elle a ensuite continué à me donner des nouvelles de la situation. Nathalie était en pleine crise de nerfs dans la suite nuptiale. Bradley était furieux, faisant les 100 pas et passant des appels menaçants. Ses parents étaient mortifiés par l'embarras public. L'organisatrice de mariage tentait de limiter les dégâts avec des mesures de plus en plus désespérées.
Ils essaient de faire en sorte que les parents de Bradley couvrent le paiement du lieu, a rapporté Rachel. Mais ils refusent par principe maintenant. Ils disent que si Nathalie a fait ça à son propre frère, que pourrait-elle leur faire à l'avenir? Elle a décrit la scène à l'hôtel où la noce se préparait. Nathalie alternant entre la rage et le désespoir. Les demoiselles d'honneur passant des appels frénétiques à toutes les banques et services de prêt qu'elles pouvaient trouver. Bradley se disputant avec son père en termes de plus en plus vifs. Ma mère s'inquiète de ce que ses amis vont dire, a ajouté Rachel avec une note de dégoût. 200 invités, dont beaucoup arrivent de l'extérieur, et tout ce qui l'importe, c'est l'image qu'elle donne à son cercle social. Notre conversation a duré près d'1 heure. Rachel, il s'est avéré, s'était toujours sentie comme une étrangère dans sa famille soucieuse de son statut. Elle avait choisi de devenir avocate commise d'office plutôt que de rejoindre le cabinet d'investissement familial, créant sa propre rupture avec ses parents. En elle, j'ai trouvé une alliée inattendue, quelqu'un qui comprenait la complexité familiale de l'intérieur. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» a-t-elle finalement demandé. « Je vais les laisser mariner un peu plus longtemps », ai-je admis. Ensuite, j'apparaîtrai au lieu de réception avec mes conditions. « Bien », a-t-elle simplement dit. Parfois, les gens ont besoin de faire face aux conséquences pour voir clair. Après notre appel, je suis resté assis tranquillement un moment, réfléchissant à quel point il était étrange de trouver de la compréhension de la part de quelqu'un que je connaissais à peine tout en étant traité comme un ennemi par ma propre sœur. La famille, j'apprenais, n'était pas seulement une question de sang. C'était une question de reconnaissance, de respect et de réciprocité. À l'approche du soir, Trevor a appelé avec des nouvelles. Le lieu avait donné une date limite finale de 18 heures pour la résolution du paiement, sinon il commencerait à appeler les invités pour les informer de l'annulation. La cérémonie était prévue pour demain à 16 heures. Le temps pressait. David subit des pressions de toutes parts, a rapporté Trevor. Le père de Bradley a essayé de suggérer qu'il procède au mariage et règle le paiement après, mais David a refusé. Il a dit qu'il s'était fait avoir trop de fois par des promesses similaires. À 17h30, je me suis douché, je me suis habillé d'une chemise impeccable et d'un pantalon, et je suis monté dans ma voiture. Le dossier des documents financiers est allé dans ma mallette avec des copies imprimées du relevé de carte de crédit montrant le débit non autorisé. Il était temps de faire face à ma sœur. En conduisant, je me suis rappelé de rester calme, quoi qu'il arrive. Les émotions seraient vives, mais la clarté et la dignité me serviraient mieux que la colère ou le ressentiment. Quoi qu'il arrive ensuite, cela façonnerait notre relation pour les années à venir, s'il devait y avoir une relation du tout. Osornol était encore plus impressionnant dans la lumière dorée du soir. Un manoir historique avec des jardins manucurés et une salle de bal renommée. Des voitures étaient garées à l'extérieur, la noce tenant probablement une réunion d'urgence. J'ai reconnu l'Audi rouge de Nathalie et la BMW élégante de Bradley parmi elles. La façade en pierre du bâtiment brillait chaleureusement sous le soleil couchant, démentant la tension qui régnait à l'intérieur. Des lanternes en fer flanquaient l'entrée, déjà allumées malgré leur précoce. Dans d'autres circonstances, cela aurait en effet été un cadre magique pour un mariage. Je me suis garé et j'ai marché calmement jusqu'à l'entrée, où un directeur de salle allait harceler parler avec Véronica, l'organisatrice de mariage. Ils se sont tous les deux tournés à mon approche, la reconnaissance se lisant sur leur visage. « Vous devez être Owen », a dit le directeur. « Je suis David Osorn. Nous avons essayé de vous joindre toute la journée », a ajouté Véronica d'un ton accusateur, son sang-froid professionnel se fissurant légèrement. « Je suis au courant », ai-je répondu. « Je comprends qu'il y a une situation de paiement qui doit être résolue. » David Osorn était plus jeune que je ne le pensais, peut-être 40 ans, avec une manière directe qui contrastait avec la sophistication affectée de Véronica. Il a hoché la tête vivement. « Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit privé. » David nous a conduits à un bureau privé où, quelques instants plus tard, Nathalie a fait irruption. Du mascara coulait sur ses joues. Ses cheveux, partiellement coiffés pour le mariage de demain, se détachaient, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Derrière elle venait Bradley, le visage rouge de colère, suivi de ses parents et de plusieurs membres de la noce. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a crié Nathalie, la voix brisée. « Mon mariage est demain. » Je suis resté assis, gardant le calme que j'avais pratiqué. « Je n'ai rien fait, Nathalie. J'ai simplement signalé un débit non autorisé sur ma carte de crédit. »« Non autorisé ?» a-t-elle balbutié. « Tu es mon frère.
Tu es censé me soutenir. Le soutien ne signifie pas autoriser le vol, ai-je répondu d'un ton égal. Bradley s'est avancé, me dominant. Sa chemise parfaitement taillée était froissée, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension. Écoute, petit. Je ne finirais pas cette phrase si j'étais vous, ai-je interrompu. Pas si vous voulez une solution. Eleanor Winchester a posé une main retenant sur le bras de son fils, son sang-froid de mondaine masquant à peine sa colère. Son collier de perles captait la lumière alors qu'elle bougeait, un rappel subtil de la richesse et du statut qui avait attiré ma sœur dans ce cercle. Peut-être devrions-nous en discuter civilement, a-t-elle dit avec un calme forcé. Excellente suggestion, ai-je convenu en me levant. David, y a-t-il un endroit plus privé où nous pourrions parler? Juste la famille. Le directeur du lieu nous a montré une salle de conférence avec des lambris en noyer et des peintures à l'huile de scène pastorale. Nathalie, Bradley, ses parents et moi nous sommes assis autour d'une table brillante. Rachel s'est glissée discrètement, me faisant un signe de tête imperceptible d'encouragement. Elle a pris une place légèrement à l'écart de sa famille. Sa présence, une déclaration silencieuse. Laissez-moi être clair sur ce qui s'est passé, ai-je commencé. Il y a 3 jours, 28 000 $ ont été débités sur ma carte de crédit sans ma connaissance ni mon consentement pour ce lieu de mariage. Quand j'ai confronté Nathalie à ce sujet, elle m'a appelé, et je cite, un perdant qui n'a même pas de famille, et a dit que ce vol était la moindre des choses que je pouvais faire. Nathalie a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. J'ai les SMS et les relevés de carte de crédit ici même, ai-je dit en posant mon téléphone sur la table. Avant que quiconque ne parle, je veux ajouter du contexte. J'ai sorti le dossier que j'avais apporté, étalant les documents chronologiquement. La trace écrite de mon soutien à Nathalie au fil des ans a créé une chronologie physique sur la table polie, copie de chèque, confirmation de virement, documents de prêt, tous méticuleusement organisés. Ce sont des registres du soutien financier que j'ai fourni à Nathalie au cours des 12 dernières années. Frais de scolarité quand sa bourse a été annulée. Caution du premier appartement, prêt d'urgence, au total plus de 53 000 $, sans compter d'innombrables petites dépenses. Les parents de Bradley ont échangé des regards. Richard Winchester a examiné certains des documents, son expression changeant subtilement. Pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux, le récit confortable sur sa future belle-fille commençant à s'effilocher. J'ai payé mes propres études, en occupant plusieurs emplois, ai-je continué. J'ai reporté mon propre diplôme supérieur pour aider Nathalie à terminer le sien. J'ai vécu avec des colocataires jusqu'à la trentaine pour qu'elle puisse avoir les opportunités qu'elle voulait, et je l'ai fait avec plaisir parce que c'est ma sœur et que je l'aime. Ma voix est restée stable, mais j'ai senti l'émotion monter dans ma gorge. Quand nos parents sont morts, j'ai promis que je serais toujours là pour elle. J'ai tenu cette promesse. Même quand cela signifiait sacrifier mes propres projets. Mais hier, j'ai réalisé que notre relation était devenue à sens unique. J'ai réalisé que j'encourageais un comportement qui n'est sain pour aucun de nous. Nathalie pleurait silencieusement maintenant, ses épaules secouées à chaque respiration. Bradley avait l'air mal à l'aise, s'agitant sur son siège et évitant le contact visuel. Richard Winchester continuait d'examiner les documents tandis qu'Eleanor fixait Nathalie avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Alors, voici mes conditions, ai-je dit. Je fournirai 5 000 $ pour les frais du lieu de réception, le montant initial que j'avais offert comme cadeau de mariage. Je le ferai à 2 conditions. Premièrement, Nathalie et Bradley doivent reconnaître ici et maintenant que prendre les informations de ma carte et effectuer ce débit était mal. Deuxièmement, je veux des excuses sincères, pas seulement pour cet incident, mais pour le schéma consistant à me prendre pour acquis tout en me mettant de côté. La pièce est tombée dans le silence. Je pouvais entendre le faible bruit du personnel de restauration se déplaçant à l'extérieur, ignorant le drame qui se déroulait derrière des portes closes. Une horloge sur la cheminée battait régulièrement, marquant les moments de cette impasse. Eleanor Winchester a été la première à parler, sa voix portant la précision de quelqu'un habitué à gérer des situations sociales difficiles. Richard et moi n'avions aucune idée de tout cela, a-t-elle dit, regardant Nathalie avec de nouveaux yeux. On nous a fait croire que votre relation était distante à cause d'autres facteurs. Quels autres facteurs, ai-je demandé. Richard s'est éclairci la gorge maladroitement. Nathalie a mentionné que vous aviez des difficultés personnelles, que vous aviez du mal à entretenir des relations et que vous étiez un peu collant avec elle. La révélation m'a piqué, mais ne m'a pas entièrement surpris.
Il était logique que Nathalie ait besoin d'expliquer mon absence de son récit d'une manière ou d'une autre. J'ai ri sans humour. La seule difficulté que j'ai eue est d'équilibrer ma propre vie avec le fait d'être son filet de sécurité constant. Bradley a finalement parlé, la voix soumise. Je ne savais pas pour le soutien financier. Nathalie a dit que vous n'étiez tout simplement pas proche. Tous les yeux se sont tournés vers ma sœur, qui était assise la tête baissée, des larmes tombant sur la table polie. Son image soigneusement construite s'effondrait. Et à sa place, je pouvais voir des aperçus de la fille avec qui j'avais grandi. Vulnérable, incertaine, humaine. Owen, a-t-elle finalement murmuré. Je ne sais pas quoi dire. La vérité serait un bon début, ai-je suggéré doucement. Elle a levé les yeux, son visage se crispant. J'avais honte d'où nous venions, de la maison de grand-mère, de la difficulté de tout pour nous. Quand j'ai rencontré Bradley et sa famille, je voulais être quelqu'un d'autre, quelqu'un avec un passé comme le leur. Sa voix s'est brisée. Je me suis convaincu que tu me retenais en me rappelant le passé. Mais la vérité, c'est que je n'aurais rien de tout ça sans toi. Les mots que j'avais voulu entendre semblaient creux maintenant qu'ils étaient enfin prononcés. Non pas parce que je ne croyais pas à sa sincérité à ce moment-là, mais parce que je comprenais l'écart entre des remords nés de la crise et un changement véritable. Les excuses qui ont suivi ont été douloureuses mais sincères. Nathalie a tout reconnu, les années de soutien, l'éloignement progressif, les mots cruels au restaurant. Bradley s'est également excusé pour son rôle et les hypothèses qu'il avait faites. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler, a dit Nathalie en s'essuyant les yeux. J'ai juste paniqué quand le lieu de réception a eu besoin du paiement et je savais que les parents de Bradley ne couvriraient pas tout. J'ai pensé que je trouverais une solution avant que tu ne le remarques. Peut-être obtenir une avance sur mon bonus. C'était mal et je suis tellement désolé. Richard Winchester, apparemment ému par ce qu'il avait entendu, s'est éclairci la gorge. Nous couvrirons le paiement du lieu, a-t-il annoncé. Cela semble juste étant donné les circonstances. J'ai secoué la tête. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Je contribuerai les $5000 que j'ai promis. Nathalie et Bradley peuvent trouver le reste ensemble, comme un couple devrait le faire. J'ai regardé directement ma sœur. Les vraies relations sont bâties sur l'honnêteté et le soutien mutuel. Pas sur une personne qui sauve constamment l'autre. La tension dans la pièce s'est progressivement apaisée. Rachel a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a esquissé un léger sourire d'approbation. Quoi qu'il arrive avec Nathalie, je sentais que j'avais gagné une amie en sa future belle-sœur, quelqu'un qui appréciait l'authenticité plutôt que les apparences. Finalement, un compromis a été trouvé. J'ai fourni mon cadeau promis initial. Les parents de Bradley ont couvert une partie, et Bradley lui-même a organisé un virement de dernière minute pour le reste. Le paiement du lieu a été réglé juste avant la date limite, et David Hawthorne a confirmé que le mariage se déroulerait comme prévu. Nous devrons condenser le calendrier d'installation, a-t-il dit à Véronica, qui prenait furieusement des notes. Mais nous pouvons y arriver. Alors que nous nous préparions à partir, Rachel m'a approché. C'était impressionnant, a-t-elle dit doucement. Seras-tu toujours présent demain? J'ai hésité, vraiment incertain. Une partie de moi voulait sauter tout l'événement pour éviter la gêne et la tension potentielle. Une autre partie reconnaissait que mon absence créerait encore un autre récit. Un où j'étais le méchant qui avait presque gâché le mariage, puis avait disparu. Elle reste ma sœur, ai-je finalement répondu. Rachel a hoché la tête. Bon gars. Puis, avec un sourire ironique, elle a ajouté, mais si tu cherches à t'échapper tôt de la réception, je connais un super bar à proximité. Le mariage le lendemain était magnifique, mais sobre. J'y ai assisté comme prévu, je me suis tenu là où on m'a demandé de me tenir, et j'ai porté un toast bref et sincère qui parlait de résilience et de croissance sans faire allusion aux événements récents. Les invités qui ne savaient rien du drame de la veille ont commenté la beauté de la cérémonie, le bonheur du couple, le temps parfait qu'il faisait. J'ai regardé Nathalie se déplacer dans sa réception, radieuse dans sa robe de créateur, acceptant les félicitations et posant pour les photos. De temps en temps, nos regards se croisaient à travers la pièce, et quelque chose d'inexprimé passait entre nous. Une reconnaissance, peut-être, ou une prudence, ou les premiers pas hésitants vers une nouvelle compréhension. Avant de partir pour sa lune de miel, Nathalie a trouvé un moment pour me parler en privé. Elle m'a serré fort dans ses bras, en chuchotant « Je suis tellement désolé. Pouvons-nous parler à mon retour ?»
Je l'ai assuré que nous le ferions. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne ressentais ni triomphe ni regret, juste la certitude tranquille que quelque chose d'important avait changé, non seulement pour Nathalie, mais aussi pour moi. Les semaines qui ont suivi le mariage se sont écoulées tranquillement. Nathalie a envoyé une carte postale de leur lune de miel à Bali avec un simple message « Je pense à toi. Nous devons parler à mon retour ». J'ai envoyé une réponse brève mais chaleureuse, lui laissant de l'espace tout en indiquant clairement que j'étais ouvert à la réconciliation. Pendant ce temps, je me suis recentré sur ma propre vie. J'ai repris ma recherche de condo, trouvant un parfait 2 pièces avec vue sur la rivière Charles. Le matin où j'ai signé les papiers du prêt hypothécaire, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Cette étape a été retardée, mais pas refusée. Un témoignage de ma résilience et de ma détermination. Au travail, je me suis lancé dans un nouveau projet stimulant, développant des algorithmes de sécurité pour les transactions financières. L'ironie ne m'a pas échappé, mais les défis techniques ont fourni une distraction bienvenue des complexités personnelles. L'approche innovante de mon équipe a attiré l'attention de notre PDG, ce qui a entraîné un financement supplémentaire et une reconnaissance au sein de l'industrie. La plupart des soirs, je passais du temps avec mon petit cercle d'amis qui m'avaient soutenu pendant la crise où j'explorais des passe-temps que j'avais longtemps négligés, la photographie, la randonnée sur les sentiers autour de Boston, et même des cours de cuisine dans une école culinaire locale. Progressivement, j'ai renoué avec des parties de moi-même qui avaient été éclipsées par mon rôle de protecteur. Marcus m'a rejoint pour des randonnées le week-end, nos conversations allant de la technologie à la philosophie en passant par ses récentes aventures amoureuses. Diane m'a aidé à naviguer dans les aspects juridiques de l'achat de mon condo, refusant tout paiement et insistant sur le fait que c'était juste des amis qui s'aidaient. Trevor m'a présenté à un réseau de propriétaires de restaurants et de chefs, élargissant mon cercle social au-delà de l'industrie de la technologie pour la première fois depuis des années. Rachel Winchester et moi sommes restés en contact, comparant d'abord nos notes sur les suites du mariage, puis découvrant des intérêts communs pour les films classiques et les librairies obscures. Contrairement à la plupart de la famille de Bradley, elle n'a fait aucune tentative pour maintenir les apparences ou masquer les vérités inconfortables. Sa franchise était rafraîchissante, et notre amitié s'est développée naturellement malgré les liens familiaux compliqués. Un soir, autour d'un café dans un petit café de Cambridge, Rachel a mentionné sa collègue Elise. Elle est brillante, travaille trop dur, et n'a absolument aucune patience pour la prétention, a dit Rachel avec un sourire. Vous deux, soit vous vous détesteriez immédiatement, soit vous vous entendriez à merveille. L'introduction s'est avérée heureuse. Elise, une avocate commise d'office dévouée avec un esprit vif et un sens de l'humour surprenant, abordait la vie avec une franchise que je trouvais attrayante. Notre premier rendez-vous, un café qui s'est prolongé en dîner, s'est déroulé sans effort d'une manière que les relations avaient rarement eu pour moi auparavant. Tu es différent de ce que Rachel a décrit, a mentionné Elise au dessert. Comment ça, ai-je demandé. Elle a dit que tu étais le gars de la tech le plus intelligent émotionnellement qu'elle ait jamais rencontré, a répondu Elise avec un sourire. Mais elle n'a pas mentionné que tu étais aussi drôle. Alors qu'Elise et moi commencions à passer plus de temps ensemble, je me suis retrouvé à m'ouvrir sur mon histoire avec Nathalie d'une manière que je n'avais jamais faite avec des partenaires précédentes. Le travail d'Elise avec des familles en difficulté lui a donné un aperçu unique des dynamiques familiales complexes et sa perspective m'a aidé à contextualiser mes expériences sans jugement. 3 mois après le mariage, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Nathalie. Elle voulait qu'on se retrouve au Miliès dîner, l'endroit où notre grand-mère nous emmenait pour les occasions spéciales quand nous étions enfants. Le choix du lieu ne m'a pas échappé. Quand je suis arrivé, Nathalie était déjà là, semblant différente, moins apprêtée, plus comme la sœur dont je me souvenais. Son sac à main de créateur était absent, remplacé par une sacoche en cuir usé que je lui avais donnée il y a des années. Elle avait simplement attaché ses cheveux en arrière et son maquillage était minimal, révélant les légères taches de rousseur sur son nez qu'elle cachait habituellement. « Merci d'être venu », a-t-elle dit alors que je me glissais dans la banquette. « Bien sûr », ai-je répondu. « Comment ça va ?» Elle a pris une profonde inspiration. Différemment. Bradley et moi suivons une thérapie de couple. Les choses sont tendues depuis le mariage. Ses parents sont encore assez froids avec moi. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. Cela nous a forcés à compter l'un sur l'autre plutôt que sur l'approbation de sa famille. C'est en fait une bonne chose à certains égards. Elle a fait une pause, tripotant sa serviette.
Je suis aussi en thérapie individuelle. Il faut du courage, ai-je reconnu. Mon thérapeute m'a demandé de faire une chronologie de nos vies après la mort de maman et papa, a-t-elle poursuivi. Quand j'ai tout mis à plat, tout ce que tu as fait, toutes les fois où tu m'as sauvé, je n'en revenais pas à quel point j'avais été aveugle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Owen, je ne sais même pas comment m'excuser assez. Tu n'as pas besoin de continuer à t'excuser, ai-je dit. Mais j'ai besoin de savoir ce qui a changé. Quand suis-je devenu quelqu'un que tu pouvais traiter de cette façon? La conversation qui a suivi a été douloureuse mais nécessaire. Nathalie a parlé d'insécurité que je n'avais jamais reconnue, du sentiment d'être éclipsé par ma responsabilité et ma compétence, d'utiliser le monde de Bradley comme une évasion de ses sentiments d'inadéquation. Elle a admis avoir délibérément minimisé mon rôle dans sa vie pour s'intégrer dans son nouveau cercle social, puis avoir progressivement commencé à croire au récit qu'elle avait créé. Je me suis convaincu que tu étais d'accord avec ça, a-t-elle dit. Que tu n'avais pas vraiment besoin de moi comme j'avais eu besoin de toi. C'était plus facile que de reconnaître ce que je jetais. Elle a décrit la pression croissante à l'approche du mariage, les attentes des parents de Bradley, son désir désespéré d'appartenir à leur monde, la pression financière qu'elle avait cachée à tout le monde. J'ai commencé à croire que je méritais leur style de vie, a-t-elle admis. Que je l'avais gagné d'une manière ou d'une autre, plutôt que de simplement me marier avec. De mon côté, j'ai admis avoir encouragé des schémas qui n'étaient pas sains, avoir accepté moins que ce que je méritais de notre relation par culpabilité et obligation. J'ai reconnu comment ma propre identité s'était enroulée autour du fait d'être son protecteur et son pourvoyeur, ce qui m'empêchait d'établir des limites. Après la mort de maman et papa, je pense que j'ai confondu être ton frère avec être ton parent, lui ai-je dit. Et ce n'était juste pour aucun de nous. La serveuse nous a apporté nos milkshakes, ananas pour moi, cerises pour Nathalie, exactement comme nous les commandions enfants. Et pendant un instant, nous sommes restés silencieux, les saveurs familières ravivant des souvenirs de temps plus simples. Grand-mère aurait été tellement déçue de moi, a dit finalement Nathalie, la voix faible. Non, ai-je contesté. Elle aurait été triste de ce qui s'est passé, mais jamais déçue de qui tu es. Elle disait toujours que nous étions tous les deux en évolution. La reconstruction s'est faite par petites étapes. Les appels téléphoniques du dimanche sont redevenus une tradition. Nous nous rencontrions tous les mois au Miliès dîner, parfois avec Bradley, parfois juste nous deux. J'ai établi des limites, financières et émotionnelles, que je n'avais jamais fixées auparavant. Nathalie les a respectées, semblant trouver de la sécurité plutôt que de la restriction dans ces nouveaux paramètres. C'est comme apprendre à être frère et sœur en tant qu'adulte, a-t-elle commenté lors d'une de nos rencontres. Nous n'avons jamais vraiment eu la chance de comprendre ça avant. Ma relation avec Elise s'est approfondie pendant cette période. Elle a rencontré Nathalie après 2 mois de relation, une présentation que j'ai abordée avec une certaine appréhension. À mon soulagement, elles se sont liées par un intérêt commun pour les films documentaires. Et bien qu'elles ne soient pas devenues amies instantanément, il y avait un respect mutuel qui semblait prometteur. Après 6 mois, Nathalie et Bradley m'ont invité avec Elise à dîner dans leur appartement. La soirée était quelque peu gênante, mais sincère. Bradley, dépouillé de l'influence immédiate de sa famille, a révélé un sens de l'humour pince sans rire et une capacité d'introspection que je n'avais pas vue auparavant. Il avait récemment refusé un poste dans l'entreprise de son père pour poursuivre un rôle dans une plus petite entreprise qui correspondait mieux à ses intérêts personnels. Il s'avère que lorsqu'on arrête d'essayer de plaire à tout le monde, on découvre réellement ce qu'on veut, a-t-il commenté, échangeant un regard significatif avec Nathalie. Quand Nathalie m'a raccompagné après, elle a mentionné quelque chose que notre grand-mère disait. Margaret nous a toujours dit, la vérité vous coûtera quelque chose, mais un mensonge vous coûtera tout. Je n'ai compris ça que maintenant. À l'approche du premier anniversaire du mariage, je me suis retrouvé à réfléchir à tout ce qui s'était passé et aux leçons profondes que cela m'avait enseignées. Premièrement, que le respect de soi n'est pas égoïste, il est nécessaire. En me laissant être constamment dévalorisé, je n'étais pas noble. Je participais à une dynamique qui, en fin de compte, nous a fait du mal à Nathalie et à moi. Fixer des limites ne consistait pas à retenir l'amour, mais à créer un cadre plus sain pour que cet amour puisse exister. Deuxièmement, que même les relations familiales les plus proches ont besoin de limites. L'amour sans limite semble romantique, mais en réalité, il devient souvent un comportement permissif qui empêche la croissance des deux côtés. Le vrai soutien signifie aider les autres à développer leur propre force, pas porter continuellement leur fardeau. Troisièmement,
que le pardon n'exige pas l'oubli. Je pouvais pardonner à Nathalie sans prétendre que la blessure n'avait jamais eu lieu. Ce souvenir me protégeait de la répétition des schémas, tandis que pardonner me libérait du ressentiment. Cet équilibre a permis à notre relation d'évoluer plutôt que de simplement se réinitialiser. Quatrièmement, que se défendre peut être la chose la plus aimante que l'on puisse faire, non seulement pour soi-même, mais parfois pour la personne même à qui l'on s'oppose. Ma confrontation a donné à Nathalie l'occasion de se voir clairement, peut-être pour la première fois depuis des années. Sa croissance par la suite n'aurait pas été possible sans ce moment difficile de vérité. Et enfin, que la famille est bien ce que nous en faisons. Les liens du sang comptent, mais les choix que nous faisons quotidiennement dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres aussi. La vraie famille soutient sans étouffer, aime sans exploiter, et grandit à travers les conflits et la réconciliation. Parfois, la famille que nous créons par l'amitié fournit la base qui nous permet de réparer la famille dans laquelle nous sommes nés. Aujourd'hui, ma relation avec Nathalie est différente, plus équilibrée, plus honnête, et à bien des égards plus proche qu'auparavant. Bien que nous nous voyions moins fréquemment, Bradley et moi ne serons probablement jamais des amis proches, mais nous avons développé un respect mutuel. J'ai trouvé une joie inattendue dans ma relation avec Élise, qui comprend à la fois ma loyauté envers la famille et mon besoin d'autoprotection. Plus important encore, j'ai repris mon propre récit. Je ne suis plus seulement le frère fiable ou le filet de sécurité familiale. Je suis Owen, avec mes propres rêves, mes limites et ma valeur. Le chemin n'a pas été facile, mais je suis reconnaissant de là où il m'a mené, à un lieu de plus grande authenticité dans toutes mes relations, à commencer par la relation avec moi-même. Dans mon nouveau condo, il y a une photo encadrée de Nathalie et moi enfants, construisant ce bonhomme de neige après les funérailles de nos parents. À côté, il y a une photo plus récente, Nathalie, Bradley, Élise et moi à un match des Red Sox le mois dernier. Des époques différentes, des relations différentes, mais la même vérité fondamentale. La famille est compliquée, imparfaite, et vaut infiniment l'effort qu'il faut pour bien faire les choses. Alors, à tous ceux qui regardent et se reconnaissent dans cette histoire, à tous ceux qui placent constamment les besoins des autres au-dessus des leurs au point de s'effacer soi-même, j'espère que vous prendrez ce message à cœur. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de défendre fermement votre propre valeur, même lorsque vos proches ne la voient pas. Les personnes qui vous aiment vraiment finiront par vous en remercier. Si vous avez vécu quelque chose de similaire avec votre famille ou vos amis, laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Je lis chaque commentaire et j'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la famille, les limites et la croissance personnelle. Et donnez un pouce levé à cette vidéo si elle a résonné en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, s'aimer soi-même n'est jamais égoïste. C'est essentiel.